Kofi Annan a tracé sa propre ligne dans une interview au Monde juste après les conférences de Genève et de Paris. Et de manière très logique, il a annoncé qu'il se rendait à Téhéran en quittant Damas. Alors pour lui, impliquer l'Iran a deux intérêts. D'abord, il s'agit de renverser l'idée que le blocage politique proviendrait des Russes. En effet, ce sont les États-Unis et leurs alliés européens qui ont interdit à un des protagonistes de s'asseoir autour de la table de négociation. Et s'adresser aux Iraniens, c'est pointer ce blocage des États-Unis et de l'Union européenne. Et puis d'autre part, s'ils parvenaient au bout d'un moment à amener les Iraniens à la table de négociation, ça voudrait dire que les États-Unis et l'Union européenne reconnaissent que l'Iran est devenu une puissance régionale dont la vie compte dans tous les conflits qui ont lieu dans cette région. Et donc ça voudrait dire que les États-Unis reconnaissent qu'ils ont perdu leur monopole dans cette région du Proche-Orient. Et dès lors, la discussion changerait de nature puisque les États-Unis seraient un pays comme un autre autour de la table et non pas les gens qui décident à la place de tout le monde. À Genève, le pari, c'était de mettre autour de la table les deux blocs qui s'affrontent au Conseil de sécurité. À Paris, l'objectif était complètement différent. Il s'agissait d'amener tous les alliés des États-Unis autour d'une table et de leur annoncer un changement de stratégie de la part des États-Unis. Le changement de stratégie, c'est que jusqu'à présent, on s'est appuyé sur une opposition politique, le Conseil d'Istanbul, et on a déclaré qu'on cherchait une solution politique, une transition, que ces gens-là, c'était déjà en quelque sorte un gouvernement en exil et qu'ils allaient bientôt être au pouvoir. Puis maintenant, on considère que ce Conseil d'Istanbul, il n'est absolument pas crédible. Chaque réunion donne lieu à des incidents. La dernière réunion au Caire, ils se sont battus entre eux. Et on voit que au bout d'un an et demi, il y a une impossibilité absolue de faire travailler ces gens ensemble. Donc, les États-Unis se tournent vers autre chose et disent maintenant on va s'appuyer sur les groupes armés. Dans l'idée que, puisqu'on ne peut pas mener une guerre classique avec bombardement par l'OTAN et invasion au sol, eh bien, on choisit la solution nicaraguayenne. On développe des groupes de contras, des guérilleros soutenus par l'Occident, qui ont pour but d'affaiblir le pays, d'y semer le chaos et la terreur. Les alliés des États-Unis ont accepté ça sans broncher. On leur a présenté à la tribune des gens qui sont des criminels de guerre, qui sont venus, on les a applaudis très gentiment, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces deux conférences successives? Qu'il y a un accord pour qu'il n'y ait pas de guerre classique entre les deux blocs, et il y a une volonté du bloc occidental de mener une subversion sur de longues années, les 10 prochaines années, quelque chose comme ça, pour affaiblir à la fois la Syrie dans cette région et la position de la Russie dans le monde. Ils ont pris la décision d'adopter la technique de John Negroponte au Nicaragua et en Irak, hein, et de l'implanter ici en Syrie. Il s'agit d'entretenir des bandes armées qui vont contrôler de grands espaces ruraux et harceler les grandes villes. Mais à aucun moment il n'est question de gagner. C'est quelque chose qui a été abandonné comme idée. Aujourd'hui, on est rentré dans un rééquilibrage du monde et un début de redistribution des cartes. Parmi les cartes redistribuées, il est désormais admis que la Syrie appartient au bloc Russie-Chine et que donc en aucun cas les États-Unis ne peuvent en modifier le régime.
comme les règles qu'on avait du temps de la guerre froide. Et ceci a pour conséquence que cette guérilla est là pour affaiblir le pays et son camp, donc la Syrie et la Russie, mais que si, à un moment donné, dans les années à venir, les rebelles se trouvaient en position de l'emporter et de renverser le régime, à ce moment-là, les États-Unis détruiraient eux-mêmes les rebelles, comme ils l'ont fait pendant la guerre froide, chaque fois qu'ils ont soutenu des guérillas dans la zone d'influence soviétique. C'est-à-dire, ces gens sont instrumentés et destinés à mourir. Ils ne sont là que pour servir le jeu géopolitique des États-Unis. Et certainement, on va voir une évolution ici comme on l'avait vu au Nicaragua. Ici, dans l'armée syrienne libre, il y a beaucoup de combattants étrangers, quelques voyous qu'on a recrutés sur place pour faire nombre, et quelques fanatiques locaux. Mais à terme, on verra disparaître toute la dimension idéologique. Ça sera juste une question d'argent, parce que les gens se rendront très bien compte que l'objectif n'est pas de gagner, que c'est simplement un affrontement entre les États-Unis et la Russie sans intérêt pour les Syriens eux-mêmes. Je pense que la Turquie a essayé de dramatiser cette affaire sans trop y croire. Quand leur avion était descendu, ils ont dit que c'était une attaque, une agression syrienne dans l'espace international, alors que les Syriens disaient au contraire, cet avion a violé plusieurs fois notre espace aérien et a été détruit dans l'espace syrien. Ils ont appelé à la réunion du Conseil Atlantique, mais si on fait attention, ils ont demandé cette réunion au titre de l'article 4 du traité de l'OTAN, du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire de la consultation entre alliés, et non pas au titre de l'article 5, qui aurait été la mobilisation des alliés pour faire face à une agression. Et surtout, ils n'ont pas saisi le Conseil de sécurité. Parce qu'au Conseil de sécurité, immédiatement, ils ont été contredits par les Russes et les Chinois, qui les uns et les autres ont des systèmes satellites qui leur permettaient de démentir la version turque. Ce que d'ailleurs, les Russes ont fait un peu plus tard. Donc tout ça, c'était une mise en scène pour rajouter des éléments dans le dossier contre la Syrie, mais des éléments dont on ne souhaite pas qu'ils soient discutés dans le cadre du Conseil de sécurité. Il ne faut pas les vérifier. Et peu de temps après, donc on a eu les informations russes, et on a eu même des informations du Pentagone données au Wall Street Journal, expliquant que cet avion avait été détruit non pas par un missile, mais par la DCA, donc sur un rayon assez court, une DCA, et que donc ça ne pouvait pas avoir eu lieu dans l'espace aérien international. C'était toujours au-dessus des eaux territoriales syriennes. La Turquie continue son action contre la Syrie, avec notamment un camp de mercenaires qui est installé dans le territoire turc sous couverture de réfugiés et avec l'aide d'ailleurs des Nations Unies pour donner cette apparence de famille de réfugiés alors que ce sont des combattants et tous des hommes d'ailleurs. Et la Turquie abrite également le quartier général de la CIA qui sert à la coordination de l'ensemble de l'action secrète, des contras ici, en Syrie. Cette politique est manifestement de plus en plus mal vue par la population turque, qui la désavoue complètement, et le Premier ministre Erdogan est devenu très critiqué non seulement par les gens en général, mais à l'intérieur de son propre parti politique où il est devenu minoritaire.
Alors d'abord, je pense qu'à la liste en question, il faut ajouter Gaza quand même, qui est également contrôlé par les frères musulmans. Et donc on voit que sur un vaste ensemble géographique cohérent, il n'y a qu'un seul pays qui n'est pas tombé dans les mains des frères musulmans, qui est l'Algérie, et qui se trouve de ce fait particulièrement menacé. Ensuite, bon, qu'est-ce que c'est que les frères musulmans? C'est une confrérie qui s'est créée face à la colonisation britannique et qui a, dès sa création, été récupérée par les services secrets britanniques et utilisée par eux pour lutter contre le nationalisme arabe. Donc, dès le début, les frères musulmans ont été un instrument des Occidentaux pour empêcher l'émancipation des peuples de cette région en utilisant la religion contre le nationalisme. Et la venue au pouvoir des frères musulmans fait suite à un accord très précis avec les États-Unis qui porte sur deux points principaux. Les frères musulmans ne remettent pas en question les accords de Camp David sur la paix séparée avec Israël. Donc ils reconnaissent de facto l'occupation de la Palestine. Et deuxièmement, ils acceptent le système capitaliste à l'américaine, l'ensemble de l'économie de marché telle qu'elle est voulue par les États-Unis. Alors en échange, ils obtiennent le pouvoir et le contrôle social avec l'option qu'il aurait donnée de baser leur système législatif et juridique sur la charia. Donc c'est une régression considérable pour toute cette région. Tout ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est la reconquête coloniale en fait. D'ailleurs, on doit se souvenir que le premier printemps arabe avait été organisé précisément par les Britanniques pour s'emparer de ces régions qui, à l'époque, étaient sous contrôle ottoman. Et le premier printemps arabe a commencé par une révolte en Tunisie, dans la ville exacte où, cette fois-ci, on a fait démarrer le deuxième printemps arabe. D'abord, les événements en Tunisie, il y a vraiment eu un soulèvement populaire en Tunisie. C'est d'ailleurs le seul pays de cette région où il y a eu un soulèvement populaire. Puisque ailleurs, ce ne sont que des factions très très minoritaires qui sont sorties dans la rue. Le fait d'être dans la rue, ça ne veut pas dire que c'est populaire. Être populaire, c'est que partout dans le pays, le peuple se mobilise. Bon. Il n'y a qu'en Tunisie qu'il y a eu un phénomène populaire. Donc moi, ça a commencé en Tunisie, j'ai observé ça comme tout le monde en considérant qu'il y avait cet aspect-là et que ça n'était donc pas uniquement une manipulation extérieure, même si je suis loin d'avoir dès le départ évacué cette hypothèse. Et j'ai continué à croire ça aussi les premières semaines des événements en Libye. Parce qu'il y avait une présentation des choses et un certain nombre d'informations fausses qui circulaient. Et à partir du moment où j'ai commencé à vérifier ces choses-là, je suis arrivé à la conclusion qu'on était en face de quelque chose dont le début avait peut-être un peu échappé aux gens qui avaient allumé cet incendie, mais qui après était quelque chose de totalement contrôlé par les Occidentaux. Première réponse, d'abord parce que ce n'est pas du tout un printemps arabe, c'est au contraire une entreprise d'une nouvelle forme de contrôle de cette région par les puissances coloniales. Même s'il y a un élément que l'on a libéré à cette occasion et qui est qu'une nouvelle génération est entrée en politique dans cette zone, et une génération qui ambitionne certainement une forme de décolonisation culturelle, comme on a connu avant les deux étapes de la décolonisation politique et économique. Mais le fond de la question, c'est plutôt l'inverse.
c'est comment se fait-il qu'une dictature anachronique comme celle de l'Arabie Saoudite arrive à se maintenir aujourd'hui dans une région où tout est en mouvement. Là, il y a un point d'immobilité absolue, complètement hors du temps. Précisément parce que cette dictature est suffisamment rigide pour maintenir cette immobilité, et en même temps suffisamment fragile pour que chacun attende sa disparition brutale, son décès brutal. Donc les gens qui souhaitent la liberté en Arabie Saoudite savent qu'ils doivent d'abord attendre plutôt que de faire autre chose, qui serait très risqué. C'est qu'aujourd'hui, le Conseil du Royaume est composé de vieillards qui ont tous 70 ans bien sonnés, et dont la majorité des membres sont atteints de la maladie d'Alzheimer, que le roi lui-même n'est pas en mesure de gouverner. Bon, il est malade, faible, etc. Mais surtout, il ne se souvient pas tous les jours qu'il est roi. Donc il y a des jours, il exerce sa fonction, et à d'autres moments, une autre branche de la famille royale profite de ce que le roi a des absences pour faire le contraire de ce que le roi fait quand il se souvient qu'il est monarque. Donc cette situation est la querelle de succession qui s'annonce, puisque le roi a modifié l'ordre dynastique en annulant donc les instructions qui avaient été données par le fondateur de la dynastie Ibn Saoud. Donc c'est sûr, il y aura une querelle très forte pour la succession, une querelle qui n'a de solution que dans le fratricide entre les différents prétendants au trône. Donc tout ça est suffisamment fragile pour que chacun attende que le temps balaye cet anachronisme.